Vous êtes passionné de programmation et particulièrement tout ce qui tourne autour du langage Java, vous êtes au bon endroit. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Emmanuel et je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Java Tinker. Ici, je partage avec vous mon expérience du langage Java et de son écosystème, le but étant de vous aider à devenir de meilleurs programmeurs. Sans plus tarder, passons au générique. Le but de cette vidéo est de faire une présentation d'une application de gestion de contacts développée avec Spring Boot. L'application est divisée en trois couches, la couche service, la couche contrôleur et la couche d'accès aux données. Au sommaire, je vais, dans un premier temps, décrire en quoi consiste l'application de gestion de contacts, décrire l'architecture de l'application. Nous allons commencer par la couche service, ensuite je vais décrire la couche contrôleur et enfin je vais décrire la couche d'accès aux données. Je vais par la suite exécuter l'application et faire des tests avec Postman. On va découvrir au passage le merveilleux outil qu'est Postman et à la fin nous allons faire une conclusion. L'application gestion de contact a les fonctionnalités suivantes. Insertion d'un contact, modification d'un contact, suppression d'un contact, possibilité de faire une recherche par ID d'un contact et ensuite l'affichage de la liste des contacts. C'est des fonctionnalités communément utilisées dans une application et nous verrons comment elles sont implémentées avec l'aide de Spring Boot. Comme évoqué en introduction, l'application se compose de trois parties principales. La couche service pour la gestion de nos règles métiers, la couche contrôleur pour intercepter les requêtes venant des clients et la couche repository pour la persistance des données. Nous constaterons par la suite qu'il y a d'autres couches intermédiaires qu'on peut ajouter pour gérer différents autres aspects relatifs au développement de l'application. Dans le but de nous faciliter la vie, les équipes de Spring ont développé un projet en ligne qui permet de créer et d'initialiser les projets Spring sur lesquels nous voulons travailler. Pour avoir accès à cet outil, il faut aller sur le site spring.io. Dans le menu Project, vous aurez accès au menu Spring Initializer qui vous amène sur la page suivante. Cette page comprend différentes sections, notamment la partie Project qui vous permet de choisir le type de build que vous voulez utiliser pour votre projet, les plus populaires étant Maven et Gradle dans le monde de Java. Nous allons choisir par défaut ici Maven Project. Dans la section langage, on choisit le langage avec lequel nous voulons développer notre application Spring Boot notamment, et nous choisissons Java par défaut. Vous pouvez également faire le développement en Kotlin ou en Groovy si vous êtes habitué à ces langages parce que ce sont des langages compatibles JVM. Vous avez ensuite la section où vous choisissez la version de Spring Boot que vous voulez utiliser pour le projet. Il y a plusieurs versions. Vous avez des versions en cours de développement en ce moment et les versions un peu plus stables qui n'ont pas le snapshot à côté. Donc nous allons choisir la version 2.7.3. Dans la partie Project Metadata, il s'agit de saisir les informations propres au projet, c'est-à-dire le groupe, l'artefact, le nom du projet qu'on veut donner, la description et le package qui sera utilisé comme nom par défaut. Le packaging utilisé ici, c'est du jar par défaut. Vous pouvez choisir également du WAR si vous voulez faire un déploiement sur du Tomcat ou bien sur un serveur qui peut supporter les WAR. Et ensuite, vous avez la version de Java à utiliser. Ici, nous allons choisir la version 11. Et l'autre section à laquelle nous allons venir après, c'est la partie dépendance où nous choisissons notamment les dépendances avec lesquelles nous voulons travailler. Dépendant du type de projet qui nous intéresse et dépendant du type d'implémentation qu'on veut faire. Donc, dans un premier temps, nous allons déjà commencer par remplir cette section avec des noms un peu plus significatifs. Ici, on va choisir Java Tinker par exemple. Point application point Spring pour dire que nous voulons faire une application Spring. Bon, vous aurez remarqué que c'est une application Spring Boot. Donc, on va choisir application Spring. Le nom du projet, on peut le garder par défaut, il n'y a pas de problème. La description également, elle peut rester comme ça, c'est pas grave. Mais la partie qu'il faut modifier, c'est la partie package où il a tendance à vous choisir un nom avec beaucoup de concaténation sur tous les éléments qui ont été saisis en haut ici. Donc, nous allons garder un nom de package assez simple qui sera comme Java Tinker Application Spring.
Nous restons bien sûr sur du packaging jar, sur une version de Java 11. Au niveau des dépendances, sachant que nous voulons faire une application qui doit interagir avec des utilisateurs via des services REST, nous avons besoin de la dépendance web que nous allons choisir ici. Vous remarquerez notamment lorsque je clique ici que j'ai accès à une liste de dépendances rangées par catégorie qui permet notamment de faciliter les recherches. Donc vous avez une section Developer Tool, Web si vous voulez faire des services REST ou bien vous voulez faire du MVC. Vous avez du Template Engine, vous avez la sécurité, vous avez le SQL, la partie importante si vous voulez faire de la persistance de données, et puis vous avez un tas d'autres projets et de dépendances qui sont disponibles dépendant du type de projet que vous voulez faire. Okay. Donc là, l'autre section qui m'intéresse notamment, c'est la partie où je veux faire de la persistance de données. Pour ça, j'ai besoin de Spring Data JPA. Et par la suite, connaissant bien la base de données que je veux utiliser, je dois choisir le driver qui m'intéresse. Sachez notamment que tout ça, derrière ça, ce qui se passe, c'est de l'auto-configuration qui est faite dans Spring, ce qui fait qu'il vous suffit juste d'ajouter ces dépendances, notamment au niveau du driver, et automatiquement, il sait comment se connecter à la base de données en question. Il suffit d'ajouter des paramètres, notamment au niveau des chaînes de connexion, pour qu'il puisse le faire. Mais dans le cas de H2, c'est assez rapide et puis l'intégration se fait très facilement. Donc on va choisir H2 dans un premier temps. Nous pouvons faire Explore ici pour vérifier le contenu. Nous on voit bien que nos dépendances sont bien choisies ici. Ensuite, nous venons sur le bouton Generate pour pouvoir générer notre projet. Ici, il va vous télécharger un projet zip, un projet Maven notamment, que vous irez ouvrir dans un IDE de votre choix, IntelliJ, Eclipse ou NetBeans. N'oubliez pas lors de l'import de choisir notamment le fichier POM, surtout dans le cas particulier de IntelliJ, afin qu'il puisse vous le considérer comme un projet Maven et vous le configurer automatiquement dans l'IDE. Voilà notre projet qui est généré. Voilà à quoi ressemble notre projet lorsque nous l'ouvrons dans IntelliJ. Vous constatez qu'il y a plusieurs fichiers et puis plusieurs dossiers. Le dossier le plus important lorsqu'on prend un projet Maven, c'est le dossier main qui contient notre code qu'on implémente, et puis le dossier test qui contient les tests unitaires qu'on écrit. Le dossier target, c'est un dossier qui est généré lorsque nous lançons la commande mven clean install pour pouvoir générer notre jar. Ensuite, nous avons nos fichiers ici. L'un des fichiers les plus importants, c'est le fichier POM qui contient la liste de toutes nos dépendances, qui contient les informations de notre projet et notamment tout ce qui est plugin et puis autres informations, dont notamment le repository sur lequel nous voulons envoyer nos jars à la fin, ou bien le repository sur lequel nous voulons committer notre code dans le cas d'entreprise où nous avons du code en local. Éventuellement, vous pouvez constater qu'il y a d'autres dossiers ici. Ça, c'est les dossiers que j'ai ajoutés qui contiennent la configuration Postman qu'on va utiliser pour faire nos tests. Ensuite, il y a une section assez intéressante ici, qui est la section External Libraries, qui contient la liste de toutes les dépendances que nous avons, qui ont été importées par Maven. Et ce qui est intéressant avec IntelliJ, c'est que c'est de manière interactive. Lorsque vous enlevez une dépendance ici, c'est que automatiquement elle est retirée là, et lorsque vous l'ajoutez, elle revient automatiquement. L'intégration se fait de manière implicite. Les autres fichiers, non pas des moindres, sont le fichier help.me, qui est un markdown qui contient toutes les informations que vous pourrez mettre pour pouvoir décrire votre projet. Bon, lorsque nous venons dans le code que nous voulons implémenter ici, on constate qu'il contient dans son sein un dossier Java, c'est une convention, et là c'est un package que nous avons. Donc dans notre package, nous avons différentes sous-sections, à savoir les contrôleurs, les génériques, les modèles, le repository, les services, et puis la classe application, qui est notre point d'entrée de l'application Spring Boot. Notamment, l'une des classes qui nous intéresse ici, c'est la classe personne. Personne permet de représenter notre modèle. Donc, qu'est-ce que nous disons dans notre projet? C'est que nous voulons implémenter une gestion de contact. Donc, c'est quoi un contact? Un contact peut être représenté par une personne qui a les propriétés suivantes: un ID, ça c'est pour des besoins internes, qui a un prénom
un nom de famille, une date d'anniversaire, un numéro de téléphone et puis un email. Le reste, ce sont des getters et des setters qui sont générés. Et ensuite, nous avons également des fonctions importantes comme le equals, qui peuvent être générées directement par l'IDE. Nous avons la fonction hashcode et nous avons la fonction toString. Des méthodes très importantes qui permettent d'améliorer les performances au niveau de l'outil JPA, qui permet notamment de gérer nos données. Ensuite, nous venons dans la couche la plus importante, qui est notre couche service. Pourquoi je dis que notre couche service est la plus importante? C'est parce que nous sommes en train d'offrir un service et c'est dans cette couche que nous allons implémenter tout ce qui est règles de gestion. Une règle de gestion, comme je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, c'est notamment tout ce qui permet de gérer au mieux notre métier. Par exemple, j'interdis par exemple que les champs first name et last name par exemple soient vides, ou si j'oblige l'utilisateur à saisir une valeur, ou bien une règle de gestion, c'est de vérifier le format du numéro de téléphone ou le format de l'email qui est saisi. Donc, notamment, notre classe de service personne ressemblera à ceci. Nous avons la classe personne qui hérite de générique service. On va parler de générique service tout à l'heure, qui dépend notamment de person repository. Person repository, c'est lui qui permet d'accéder aux bases de données. On y reviendra tout de suite. Ensuite, j'ai mon constructeur ici où je fais une injection de dépendance par constructeur où je lis maintenant personne à repository. Avantage ici, comme j'avais expliqué, de faire une injection par constructeur, c'est que ça ne nous lie pas forcément à un repository de type personne forcément. Nous pouvons par la suite définir un autre type de repository pouvant faire la même chose et ensuite le mettre en paramètre dans notre constructeur et puis l'utiliser. Donc vous remarquerez en fait que les fonctions classiques que j'utilise ici, c'est un find by pour dire que je veux récupérer une personne par ID. Là je fais appel à mon repository en local ici pour faire l'appel. Je place l'ID, je fais un or else ici. Là pour ceux qui savent, vous aurez remarqué que je suis en train d'utiliser un optional. Ensuite nous avons la fonction find all qui fait appel à la fonction find all du repository. Ensuite, nous avons la fonction create notamment qui permet de créer une personne. Et ici, nous avons à la ligne 35 un contrôle qui est fait pour vérifier si une personne est valide. Cette fonction notamment se retrouve ici. Et c'est quoi son rôle? Elle vérifie tout simplement si la personne que je suis en train de passer a des informations valides. Est-ce que d'abord, la valeur que je passe ici, elle est différente de nul? Est-ce que le first name, il est vide? Ou est-ce que le last name il est vide, ainsi de suite, ainsi de suite. Je mets mes contrôles ici et ensuite je renvoie un booléen pour dire oui c'est correct, c'est true, mon objet est correct. Maintenant, une fois que je constate que cette validation est false, c'est-à-dire n'est pas bonne en fait et que ça ne marche pas, je lance une exception ici pour dire ok voilà, some values are missing. Vous excuserez mon anglicisme, mais bon, quand on fait de la programmation c'est un peu comme ça. On est amené à faire du franglais, si vous me permettez le terme. Donc, une fois que l'exception est levée, là, le programme ne continue plus. Mais si tout se passe bien, je renvoie quand même l'objet ici, l'objet personne qui est enregistré, et puis je fais quand même un save. Là, c'est que ça a bien fonctionné. C'est quoi l'intérêt d'avoir une classe service exception? Vous remarquerez ici, c'est une custom exception, ou bien une exception personnalisée, qui permet notamment de matérialiser le type d'erreur que je suis en train d'intercepter. J'aurais pu avoir plusieurs types d'erreurs que je pouvais matérialiser et notamment en fonction du type de règle, ce serait à moi de lancer l'exception qui doit être gérée. Quand je reviens sur ma fonction update ici, c'est pratiquement la même chose. Il fait un contrôle. Si c'est pas correct, il lance une exception et ensuite il fait un save pour pouvoir faire le update. Ici, au niveau de delete, on passe en paramètre l'ID. On fait déjà un find ID pour récupérer l'ID de l'objet qu'on veut supprimer. Et ensuite, on fait un delete. Nous allons parler de l'importance de l'interface générique service ici. Vous remarquerez en fait que c'est une interface, en plus d'être une interface, elle est de type générique qui implémente des fonctions standards, dont l'une des implémentations que nous avons ici, c'est person service.
Pourquoi nous utilisons des interfaces ici? C'est pour pouvoir privilégier le concept de programmation à travers les abstractions qu'au lieu de programmer à travers les implémentations. Cela signifie simplement que mon programme, lorsque j'écris mon programme, je dois beaucoup plus réfléchir en termes d'abstraction au niveau des liens qui existent entre les différentes classes. L'abstraction, elle est unique, elle ne change pas, mais les implémentations peuvent changer. Ça fait que une fois que j'ai une implémentation qui change, je n'ai plus à me casser la tête parce que le contrat existant entre les différents composants est déjà là et c'est ça en fait qui constitue l'interface. Donc ici, vous remarquerez au niveau de mon contrôleur, qu'est-ce qui se passe? J'ai déclaré générique personne au lieu de déclarer personne service par exemple. Et si je le passe en paramètre, automatiquement ce qui est fait, c'est que Spring se charge de récupérer, lorsqu'il scanne le projet, il sait identifier les implémentations qui correspondent à cette interface. Donc automatiquement, il va me les injecter ici, dans le cas de personne service, et cela me permet de l'utiliser notamment sans problème. Ce qui fait que lorsque j'ai besoin d'une autre interface, ou bien d'une autre implémentation de service, j'aurai juste besoin de déclarer une autre implémentation, la faire hériter de générique service, et puis avec une annotation qualifier par exemple, si je veux utiliser les deux, ou bien si je ne veux pas utiliser les deux, simplement de le déclarer, et puis cette implémentation est remplacée automatiquement par la bonne. Donc la notion à retenir, c'est la fameuse phrase de la programmation à travers les interfaces, au lieu de programmer à travers les implémentations. Maintenant, on passe à la couche contrôleur. Le contrôleur notamment, c'est lui qui permet d'exposer nos services. C'est-à-dire, le contrôleur, c'est une classe qui permet d'intercepter les requêtes HTTP que notre client nous envoie. Donc, ce contrôleur, qu'est-ce qu'il a comme fonction? Il a une fonction find person by ID qui prend en paramètre un ID que je vais mettre dans mon URL ou mon URI ici et qui va me renvoyer notamment la personne que je suis en train de rechercher. Ici, vous remarquerez qu'est-ce que je suis en train de faire. Je fais un return find ID. Si c'est pas correct, alors throw-moi une exception ici, c'est-à-dire un not found. Pourquoi nous gérons deux types d'exceptions ici? Il faut que je m'attarde un peu là-dessus. Là, nous sommes en train de gérer une règle de gestion ici, qui est en train de dire que si tu trouves quelque chose qui n'est pas correct, lance-moi ou bien attrape-moi cette exception. Mais entre-temps, comme on a besoin de faire un mapping avec les réponses HTTP, nous avons besoin quand même de pouvoir exécuter cette exception-là, de la lancer, pour pouvoir ensuite l'intercepter au niveau du REST contrôleur. C'est une notion très importante dans Spring parce que la gestion des exceptions au niveau du contrôleur se fait à deux niveaux. Nous avons les retours qui sont positifs, c'est-à-dire si la requête s'est bien passée, qui sont souvent des 200. Et ensuite, si nous avons des erreurs, il faut quand même renvoyer un message. Et la gestion des messages d'erreurs se fait de manière particulière avec Spring Boot via l'utilisation du REST Controller Exception Handler qui permet notamment d'intercepter les types d'exceptions dont nous avons besoin et ensuite de renvoyer un message personnalisé par rapport à cela. Pour m'attarder un peu là-dessus, vous remarquerez en fait ici que nous faisons quoi? Je dis là, si tu n'arrives pas à trouver une personne, lance quand même une exception de type métier. Parce qu'on avait dit dans notre couche service ici, que si tu as un problème, déclenche quand même ce type d'exception. Ça nous permet, dans la hiérarchie des exceptions, de savoir quand même ce qui s'est passé. Et ensuite, maintenant, pour pouvoir informer notre contrôleur, tu viens ici et tu lances le not found exception. Ok, on a deux cas ici. Une fois que ça marche, vous ferez ce qui va se passer, c'est qu'il va juste renvoyer la personne, correct, dans notre Postman ou bien dans notre IDE ou bien dans le client que vous utilisez. Mais une fois qu'il y a un problème, il va rediriger la gestion de cette exception-là vers cette classe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a la notion de custom message qui est souvent faite lorsqu'on est en train de lancer un programme dans Spring Boot au niveau du contrôleur. Il y a cette notion de custom message qu'on va pouvoir renvoyer à un utilisateur parce que l'utilisateur ne sait pas ce qui se passe dans notre application. Donc, c'est important de pouvoir avoir des messages personnalisés
qu'on puisse renvoyer à l'utilisateur. Donc ici, ce qui est fait en général, c'est que vous pouvez créer un message qui est à votre choix, hein. Vous pouvez leur donner le nom que vous voulez. Et généralement, les gens ont tendance à utiliser error, mais bon, ça dépend. Moi, j'ai utilisé message parce que je peux toujours utiliser plus tard ce même message pour envoyer un message plus détaillé, même en cas de succès. Donc, les propriétés que j'ai ici, c'est status pour envoyer le statut d'erreur, la date à laquelle l'erreur a eu lieu, et ensuite le message. Donc, voilà un constructeur, les getters et les setters. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Lorsque je viens dans mon REST controller ici, remarquez, c'est très important de mettre cette annotation. Qu'est-ce que je fais dans cette fonction? On a vu que j'avais essayé de lancer une exception not found. En fait, ça c'est pour identifier mon HTTP qui correspond notamment au code de statut not found ici du HTTP qui est équivalent au statut 404. Regardez comment ça se fait. Je dis response entity, renvoie-moi mon message customisé. Voilà la méthode. Je passe en paramètre l'exception et je déclare un objet de type message où je passe les informations que je veux renvoyer à mon utilisateur en cas d'erreur. C'est une gestion classique. C'est très intéressant de le faire. Ça vous permet notamment de catégoriser vos erreurs parce que, comme je rappelle, le HTTP, lui, il ne comprend que les codes de retour HTTP. Vous remarquerez dans le REST controller, exception, handler, c'est souvent les cas d'erreur que nous gérons. Les cas de succès sont gérés directement dans le contrôleur. Revenons maintenant à notre classe repository. Repository, notamment, ça s'implémente tout simplement comme ça. Ça fait partie des boilerplates ou bien des facilités offertes par Spring pour pouvoir développer rapidement des applications. Le repository, c'est un design pattern qui est utilisé notamment pour générer automatiquement les fonctions CRUD dont on a besoin pour pouvoir accéder à nos données. Donc, ça se déclare de cette manière. J'ai mon interface, j'ai la notation repository ici, j'ai mon JPA repository qui prend en paramètre le type de personne, qui prend en paramètre le type que je veux gérer et ensuite qui prend en paramètre le type de l'ID. Une fois que cette déclaration est faite, c'est terminé, j'ai accès à une multitude de méthodes. Revenons notamment dans notre classe personne service qui dépend de repository. Vous aurez constaté qu'il m'a fallu juste déclarer ça et ensuite j'ai accès à cette liste de méthodes ici qui sont des méthodes natives et qui sont récupérées automatiquement. Donc c'est pas un mécanisme de proxy, tout ça c'est assez complexe au sein de Spring, mais sachez que ça vous permet notamment de facilement initialiser vos repositories pour pouvoir travailler avec. Donc, je reviens un peu sur la classe modèle. Bon, la classe modèle également, il ne faut pas oublier qu'il y a des annotations qui sont importantes là-dessus. Il s'agit notamment de l'annotation entity et puis table, et puis des autres annotations qui permettent notamment à JPA de pouvoir faire le mapping entre les objets et puis les éléments de la table. Pour ceux qui ne connaissent pas Postman, nous aurons l'occasion de découvrir ce merveilleux outil qui nous permet notamment de tester nos API. Il a été conçu spécialement pour ça et vous constaterez comment il nous permet de configurer très facilement nos accès pour pouvoir implémenter ou tester des API qu'on développe. Une fois que nous sommes contents de notre application, nous allons pouvoir la tester. Mais avant de ce faire, nous devons d'abord la lancer ici avec la commande run. Cela va nous lancer l'application et va lancer tout le contexte Spring notamment. Et vous verrez dans les logs que nous avons des informations très intéressantes, à savoir la console HT sur laquelle on peut se connecter, le pool de connexion, et ensuite nous avons également le port sur lequel on doit se connecter ici. C'est à travers ça que nous allons configurer notre Postman pour pouvoir y accéder. Dans le projet, vous trouverez notamment les commandes Postman que vous pourrez importer pour pouvoir faire le test rapidement. Lorsque vous importez le projet Postman, vous verrez à quoi il ressemble ici. Nous avons un ensemble de 5 méthodes, notamment une qui fait du find by person ID, c'est du get, l'une qui nous fait du find person qui renvoie la liste de toutes les personnes, le post qui nous fait la création de la personne, le update de la personne et puis le delete. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Je suis sûr que nous avons une base de données vide en ce moment, donc nous allons quand même essayer de faire une recherche ici pour voir
en fonction de l'URI ici, la personne ici et l'ID. Remarquez que ça correspond exactement à ce qu'on a mis dans notre get mapping. Lorsque je fais un get, je reçois ce message. Vous constaterez qu'il ressemble exactement au message que nous avons défini dans notre REST controller advice. Et on lui a dit de nous renvoyer un statut not found, la date et puis le message. Ok, c'est normal, on n'a rien dans notre base de données. Donc ce qu'on va faire, on va créer une personne ici avec un body là qui ressemble à ça que je vais insérer. Bon, je vais juste changer un peu l'email ici pour refléter un peu la réalité de l'email. Ici, je vais mettre Nina Williams. Et ensuite, je vais valider send. Qu'est-ce qu'il fait? Il me dit oui, qu'il a réussi à créer la personne et voilà les informations qui ont été insérées, voilà son ID. Donc si je reviens ici en find by ID et que je relance ma requête, je retrouve ma Nina Williams. Tranquille. Ensuite, lorsque je viens ici et que je fais un get persons, je n'ai qu'une seule personne, mais il va me renvoyer toute la liste dont il dispose. Donc c'est Nina Williams la seule. Mais même si je m'amuse à ajouter une deuxième personne, notamment je vais ajouter une personne au nom de Paul Phoenix. Ils sont nés à la même date, mais ils ont peut-être un numéro de téléphone un peu différent. Je vais juste faire comme ça, Paul Phoenix, et que je fais send. Il me renvoie le nouveau contact qu'il a créé. Et ensuite, quand je fais un find person, je dois retrouver les deux normalement. Ce qui est plutôt intéressant. Donc ici, nous voyons que nos trois méthodes ici, elles fonctionnent. Le find by, le find person et puis le create person. Maintenant, on va tester notre update person. Ok, toujours dans le body ici, c'est ici qu'on définit notre élément à changer. On va supposer que nous voulons changer le contact numéro 1 qui est Nina Williams avec une personne qu'on appelle Paul Warang qui est ce numéro de téléphone et on va quand même changer son email pour refléter un peu la réalité. Je dis Paul Warang et que je fais. Vous voyez, il me renvoie Paul Warang me disant qu'il a fait la modification. Ça veut dire que si je fais par exemple une recherche ici, find by person, je dois être en mesure de retrouver dans ma liste Paul Warang qui a été modifié parce qu'il avait l'ID 1. Donc supposons que je veuille modifier maintenant la personne avec l'ID 2 qui est Paul Phoenix. Je viens dans personne ici. J'ai mon ID ici que j'ai qui est le 1. Bon, j'avais dit le 2. Mais bon, on peut le changer, pas de problème. Je vais mettre le 2 et que je lance. Il me dit OK, the person with ID has been deleted. Ici, vous remarquerez, c'est un succès. C'est parce que j'ai utilisé ma classe message dont je parlais là pour pouvoir envoyer un custom message à l'utilisateur pour lui parler de manière explicite et lui dire que voilà ce qui s'est passé dans l'application. Donc une fois que je viens ici, que je fais par exemple get persons, vous remarquerez qu'il nous reste juste une seule personne. Architecturer une application, c'est très important pour les projets et faire le choix d'un bon framework également. Il faut savoir choisir son framework pour pouvoir bien implémenter son projet, pour pouvoir ensuite avoir la possibilité de le délivrer assez vite. Nous avons vu ici comment développer une application avec Spring Boot. On constate que Spring Boot vous permet de prendre en charge le développement de bout en bout d'une application et cela de manière assez rapide et facile. Avoir une bonne architecture permet de faciliter le développement d'applications. Dans la pratique, ça aide à maintenir les projets. Mal structuré, cela peut vraiment mettre en péril tout un projet, voire le pousser à l'abandon. Un projet bien architecturé doit impliquer un code bien organisé. Cela permet de maintenir le code et de délivrer rapidement de nouvelles fonctionnalités. Il est très important dans un monde en constant changement d'être capable d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale et cela se matérialise par la capacité d'une équipe de développeurs à délivrer très rapidement de nouvelles fonctionnalités. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire ou à partager un sujet que vous souhaitez que je traite. N'hésitez également pas à vous abonner et à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien et à bientôt. Happy coding!